Donc, les nombres complexes, alors ça c'est nouveau pour pas mal d'entre vous, d'accord? Alors, jusqu'à maintenant, on vous avait appris que, par exemple, quelles sont les solutions de x carré égale moins 1? Normalement, il n'y en a pas sur les nombres réels. On a toujours dit, bah, du coup, ici, il n'y a pas de solution. Et donc, du coup, on disait, s'il n'y a pas de solution, bah, du coup, on a S égale ensemble vide. D'accord? Et bien, en réalité, il n'y a pas de solution. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en fait, il n'y a pas de solution réelle. Il n'y a pas de solution réelle. Mais, ce qu'on ne vous dit pas non plus, c'est qu'il y a quand même des solutions, mais qui sont complexes. Alors, du coup, x carré égale moins 1. Donc, dans les nombres complexes, cette équation, aussi bizarre que cela puisse paraître, parce qu'on dit qu'un carré, ça ne peut pas être négatif, d'accord, cette équation a des solutions complexes, d'accord? Et en fait, dans les nombres complexes, donc cette équation donc, a des solutions complexes. Alors, je vais mettre dans une autre couleur. Je vais mettre en rouge. De solutions complexes. D'accord? Alors, il y a même deux solutions. En fait, donc la première solution, c'est x égale i. D'accord? I, c'est un nombre imaginaire. D'accord? Et on a une deuxième solution où x est égal à moins i. Parce que du coup, si on passe à un moins 1 et qu'on passe au carré, du coup, ça va faire plus 1. D'accord? Donc, du coup, ici, alors i, c'est donc un nombre imaginaire. D'accord? Et du coup, on dira que i, c'est le nombre imaginaire, d'accord, tel que i au carré est égal à moins 1. Donc, c'est comme ça qu'on introduit donc le nombre imaginaire i. Maintenant, on va voir comment s'écrit donc un nombre complexe de manière générale. Donc, on va voir qu'il existe en fait plusieurs formes de nombres complexes. Donc, la première forme de nombre complexe à laquelle on pense, c'est la forme algébrique. C'est la forme algébrique. Et en fait, cette forme-là, alors en général, les nombres complexes, on aime bien les appeler z. Et les z, en général, on les appelle les affixes. Quand on parle de graphique, on reviendra sur ce terme tout à l'heure. Et donc, du coup, cet affixe z va être du coup la somme d'une partie réelle, qui est a, à laquelle je rajoute, du coup, donc, plus une partie imaginaire, b, donc, à laquelle est multiplié donc le nombre i. D'accord? Alors, du coup, je vais poser donc la partie réelle de z qui est égale à a. Et du coup, la partie imaginaire de z, du coup, elle est égale à petit b. Alors attention, il ne faut pas mettre le i. Hein. D'accord? La partie imaginaire, c'est juste le petit b. Alors ça, c'est une première forme, donc on appelle la forme algébrique, la forme de base, la forme la plus courte et la plus simple. Il existe d'autres formes. Donc, il y a une autre forme qui s'appelle la forme trigonométrique. Trigonométrique, comme ça, d'accord, que je vais expliciter tout à l'heure. Et il y a une troisième forme qu'on appelle la forme exponentielle. Qui se déduira directement de la forme trigonométrique. Alors, le travail le plus important, c'est pour passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique, parce qu'il y a des calculs à faire. Et les calculs, on va voir du coup c'est quoi. Alors, pour passer donc de la forme algébrique à la forme trigonométrique, il va falloir calculer deux choses. La première chose à calculer, c'est le module. Le module, qu'est-ce que c'est? On va donc prendre z et on va le mettre entre deux barres. Par définition, ce module, il vaut du coup la partie réelle de z au carré plus la partie imaginaire de z au carré. Donc finalement, du coup, ça va faire donc grande racine. Si je remplace du coup la partie réelle et la partie imaginaire par ce qu'ils valent,
Du coup, ça va faire racine de a au carré plus petit b au carré. D'accord? Donc, vous remarquez que cette forme-là, elle vous dit quelque chose parce qu'elle ressemble beaucoup à la distance quand on fait du repérage dans le plan. Et elle ressemble aussi beaucoup à la norme d'un vecteur. D'accord? Donc, effectivement, ici, c'est des notions qui se ressemblent et on dira donc que le module, c'est tout simplement donc racine de a au carré plus b au carré. Alors, la deuxième chose à calculer, pour passer à la forme trigonométrique, c'est l'argument. Argument, qu'on peut noter aussi arg quand on verra des formules, on verra après. D'accord? Alors, l'argument, c'est un angle, donc c'est le fameux angle θ qu'on voit souvent en trigonométrie. Et cet angle θ, en fait, est défini par deux choses. Une première chose ici et une deuxième chose qui va venir ici. Donc, la première chose, c'est le cosinus de cet argument, donc le cosinus de θ. Par définition, le cosinus de θ, c'est la partie réelle de z divisée par le module de z. Donc, du coup, si je remplace donc, la partie réelle de z par ce qu'elle vaut, donc c'est a, et donc à ça, je vais donc diviser par le module. Donc, le module, bah, vous l'avez ici, donc ça va faire donc racine de a au carré plus, alors pas au carré, plus, du coup, b carré. Voilà. D'accord? Le sinus de θ, c'est la deuxième chose à définir. Parce que si on a défini le cosinus, il faut bien définir le sinus. Donc, du coup, le sinus, par définition, ça va être donc la partie imaginaire de z divisée donc, par le module de z. Donc, bien sûr, les formules sont relativement symétriques. On utilise la partie réelle ici, donc on utilise du coup la partie imaginaire ici. Alors, du coup, comme la partie imaginaire, on la connaît, c'est b. Donc, ça va faire b divisé, du coup, par grande racine de a au carré. Donc, a au carré, d'accord, plus petit b au carré. D'accord? Donc, du coup, une fois qu'on a défini donc, le cosinus et le sinus, bah, vu qu'on connaît du coup a et b, on va pouvoir facilement calculer tout ça. Donc, on aura au final un nombre ici et au final un autre nombre ici. Alors évidemment, les nombres que vous allez trouver, ça va souvent être des angles, ça va être souvent des valeurs que vous avez sur le cercle trigonométrique. Par exemple, si on trouve cosinus θ égale 1,5 ici et qu'on trouve sinus θ égale racine de 3 sur 2 ici, ça voudra dire donc forcément, d'après le cercle trigonométrique, que θ vaudra pi sur 3. Et donc du coup, on aura trouvé l'argument. Une fois que j'ai déterminé du coup le module et l'argument, je peux donc établir la forme trigonométrique. Alors la forme trigonométrique, c'est tout simplement module de z fois, parenthèse, le cosinus de l'argument θ, plus i fois le sinus de l'argument. D'accord? Alors voilà, donc il faut faire tout ce travail-là pour passer donc de la forme algébrique à la forme trigonométrique. Alors maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on passe de la forme trigonométrique à la forme algébrique? Alors du coup, il y a beaucoup moins de travail à faire parce qu'il va simplement s'agir de développer. Donc là, on va développer pour revenir en arrière. Donc on développe, d'accord? Alors si je développe, on va le faire. Donc du coup, je vais développer le module de z sur cos θ et ensuite sur i sinus θ. Donc ça va faire z fois cos θ. D'accord? Et après, plus, donc module de z fois sinus θ. Voilà, fois sinus θ, et du coup, fois i encore, hein, le i qui est ici, qu'on remet là. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Bah, on constate en fait que z cos θ, bah, le module de z, il vaut ça. Le cosinus θ, il vaut ça, il vaut a sur le module. Donc du coup, si je fais a sur le module, remultiplié par le module, du coup, les modules vont du coup se simplifier. Et on va retrouver directement, du coup, on va retrouver, pour z fois cosinus θ, on va retrouver a. Bien sûr, c'est le a ici, c'est la partie réelle de la forme algébrique. Et pareil ici pour le z fois sinus θ, je vois que sinus θ c'est b divisé par le module. Donc si je remultiplie par le module, les modules vont aussi simplifier pour redonner du coup petit b. Et là, en développement, on retrouve très bien donc notre forme algébrique. Alors, dernière étape, pour la forme exponentielle. Alors la forme exponentielle,
il n'y a pas grand-chose à faire parce que ça va être simplement z fois exponentielle iθ. Alors, je sais que vous ne connaissez pas forcément tous encore la fonction exponentielle. Ce n'est pas grave parce qu'en fait, avec exponentielle de iθ, on va traiter du coup cette forme-là comme si c'était des puissances. C'est-à-dire qu'on va directement appliquer les formules des puissances. D'accord? Alors, on verra les formules juste après. Donc, du coup, pour passer de la forme trigonométrique à la forme exponentielle, il n'y a pas grand-chose à faire. On va simplement recopier. On va prendre le module de z, on va prendre le θ. Et on va directement donc faire module de z fois exponentielle de θ en recopiant θ et module de z par ce qui est ici. D'accord? Ensuite, pour passer de la forme exponentielle à la forme trigonométrique, c'est tout aussi aisé parce que c'est pareil. On va donc prendre module de z et le θ et on va simplement recopier en disant module de z fois cos θ plus i fois sinus θ. D'accord? Alors, pour passer, on peut passer effectivement de la forme algébrique à la forme exponentielle. Alors du coup, pour passer de la forme algébrique à la forme exponentielle, il faut repasser du coup forcément par la forme trigonométrique. On peut difficilement l'avoir directement. D'accord? Pour la forme exponentielle, c'est pareil. On va du coup repasser à la forme trigonométrique. Et après, donc du coup, on repassera à la forme algébrique, donc en redéveloppant. Bien que si on a le module et l'argument, d'accord, on pourra du coup directement écrire la formule exponentielle sans forcément passer par la forme trigonométrique. C'est quand on a l'habitude. Mais sinon, si vous n'avez pas l'habitude, vous repassez par la forme trigonométrique avant de repasser par la formule exponentielle. Donc du coup, alors sur les modules des arguments, il existe des formules, donc il faut quand même que je vous les donne. Donc du coup, il faut savoir que du coup, si j'ai donc un affixe, d'accord, et je prends un deuxième affixe, je l'ajoute, ou alors je soustrais. Si je fais le module de tout ça, alors attention, c'est malheureusement différent de module de z plus ou moins le module de z'. Donc attention, on n'a pas le droit effectivement de casser en deux le module, on n'a pas le droit. De même qu'on n'a pas le droit de faire pour les racines carrées de toute façon. Ici, par contre, si jamais j'ai un nombre complexe, je multiplie par un autre nombre complexe, donc du coup je fais le module de tout ça, il faut savoir que le module des produits, c'est le produit des modules. Donc du coup, je vais dire que c'est égal à z fois z'. D'accord? De même que si j'ai une division, ça va jouer de la même manière. On a le droit du coup de dire que c'est le module de z divisé par le module de z'. Ça par contre on a le droit, ça fonctionne. Et enfin, si j'ai du coup le module d'un nombre complexe à la puissance n, et c'est surtout là qu'on va jouer beaucoup avec les exponentielles, dès qu'on a une puissance, du coup on pourra dire que c'est tranquillement donc le module en lui-même, du coup mis à la puissance n. D'accord? Alors pour les arguments c'est pareil, on a aussi des formules. Alors du coup c'est pareil, donc si j'ai l'argument d'un nombre complexe plus ou moins un autre complexe, malheureusement je n'ai pas le droit de dire que c'est l'argument de l'un plus ou moins l'argument de l'autre. Ça ne fonctionne pas, c'est interdit. Donc attention. Par contre, si jamais j'ai une multiplication, donc si j'ai l'argument de z fois z', d'accord, donc si j'ai la multiplication des arguments, ça va donner donc l'argument de z plus l'argument de z'. Si j'ai du coup l'argument de z divisé par z', dans ce cas-là, je dirais que l'argument de cette division, ça sera l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Enfin, si j'ai l'argument donc d'un nombre z mis à la puissance n, je dirais directement que c'est n fois l'argument de z. Donc ça, on va l'utiliser dans les TD. D'accord? Donc il faudra effectivement appliquer ces formules. Alors maintenant, donc, on va voir la représentation graphique d'un nombre complexe, parce que ça s'utilise aussi graphiquement. Alors, on va faire donc un axe comme ça et un axe comme ça. Alors, sachant que ça peut bien sûr se prolonger dans les négatifs. Donc ici en abscisse, on aura toujours donc la partie réelle de z. En ordonnée, ici, on aura toujours la partie imaginaire de z. Alors rappelez-vous, la forme algébrique d'un nombre complexe s'écrit donc a plus ib. Donc a plus bi. Alors plus b fois i. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était donc du coup la forme algébrique. Alors, donc du coup, si je prends un point M d'affixe Z, donc ce point M, je peux le placer tranquillement dans le plan complexe.
Et du coup, si je projette ce point M sur l'axe des abscisses, sur l'axe des réels, je vais du coup obtenir la fameuse partie réelle, donc A, ici. Ensuite, ce point-là, si je le projette sur l'axe des imaginaires, horizontalement, du coup ici, je vais retrouver du coup la partie imaginaire B. D'accord? Alors, vous vous rappelez aussi qu'un nombre complexe peut se mettre sous forme trigonométrique. C'est-à-dire que c'est le module de Z fois le cosinus de l'argument plus I fois le sinus de l'argument. Mais si on le redéveloppe, rappelez-vous, ça fait donc Z fois cosinus θ, d'accord, plus I fois, du coup, Z fois sinus θ. Et on avait tout à l'heure identifié que A, c'était donc cette chose-là, d'accord? Ça, c'était A. Et on avait identifié tout à l'heure que, finalement, le B, c'est cette chose-là. D'accord? Alors ça, on va le retrouver, du coup. On va le retrouver sur le graphique parce que on peut très bien, comme on a fait tout à l'heure, donc repérer un point M d'affixe Z de manière cartésienne, c'est-à-dire donc en projetant directement sur les axes. On trouve A en abscisse et B en ordonnée, donc sur les réels et sur les imaginaires. Mais aussi, on peut repérer ce point M de manière polaire, donc du coup par rapport à l'origine. Donc je vais tracer du coup ce segment, d'accord, de O jusqu'à M. Et en fait, la longueur de ce segment, c'est tout simplement le module de Z. C'est le module de Z, et le module de Z, par définition, on dira tout simplement, donc c'est OM. C'est la distance OM, directement. Et du coup, l'argument, le θ, où est-ce qu'on va le retrouver? On va le retrouver ici. Alors, l'argument de Z, bon, rappelons-nous que l'argument de Z, c'est θ, d'accord? Alors, l'argument, c'est toujours, de θ, donc l'angle, c'est toujours l'angle entre l'axe des réels et du coup ce segment-là. D'accord? Donc cet angle qui est ici, qu'on matérialise, c'est toujours, du coup, l'argument. Alors, si on projette le point M donc sur A, donc rappelez-vous que cette longueur-là, si on fait de la projection comme on avait fait en trigonométrie, rappelez-vous que ici, si j'exprime le cosinus de l'angle, je me retrouve avec donc cette longueur-là divisée par l'hypoténuse. Donc, je redémontre bien que cette distance-là, qui vaut A, d'accord, fait bien donc cette longueur-là multipliée par le cosinus de l'angle, d'accord? Et il en est de même pour ici, cette distance-là, d'accord, qui vaut du coup petit b. Donc, si je projette du coup le point M sur cet axe-là, d'accord, donc j'ai ici donc toujours le module de Z ici. Et si j'exprime donc le sinus de θ, parce que cette longueur-là, c'est la même que là, donc si j'exprime le sinus de θ, j'ai donc le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc je retrouve bien ici que petit b, finalement, c'est donc bien module de Z fois le sinus de θ. Voilà.